Bonsoir, jeunes gens, amateurs d'horreur et de surnaturel. Préparez votre tisane, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et préparez-vous à passer une nouvelle nuit de terreur. L'histoire que je vais vous raconter ce soir vous parle de rumeurs, de meurtres et de vengeance d'outre-tombe. Cette histoire s'intitule La Mamie Nova Zombie. Il y a bien longtemps, dans le hameau du Faron, un quartier de Toulon à flanc de relief, Yvonne Nova, une vieille femme alors atteinte de démence en raison de son grand âge, fit l'objet des gros titres en première page des journaux de l'époque. Pourtant surnommée chaleureusement Mamie Nova par les habitants du hameau dans lequel elle vivait, cette vieille femme était crainte. La rumeur populaire la définissait en réalité comme sorcière d'une part et pratiquant le cannibalisme d'autre part. Plusieurs meurtres sanglants perpétués dans les environs à l'époque lui avaient été attribués et les descriptions les plus macabres noircissaient les pages des rubriques de faits divers locaux. La plume des journalistes forçant férocement la description de détails grotesques mais atroces. Toutes les victimes avaient été trouvées le crâne ouvert, le cerveau apparemment dévoré. Tous les doigts de la population locale pointaient en direction de la Mamie Nova. Les gens murmuraient qu'elle dévorait le cerveau de ses victimes pour s'approprier leur connaissance, mais aussi pour s'imprégner de leur mémoire, certainement en compensation de la sienne, qu'elle perdait avec le temps, pensait-on. Les accusations, la vindicte populaire et la colère s'amplifièrent jusqu'à la terrible et mémorable date du 2 novembre 1968. Où un paroxysme fut atteint. Tous les habitants du hameau étaient à bout de patience en raison du piétinement de l'enquête et réclamaient une justice qui leur semblait sourde face à leur peur et se confondait parfois avec une soif de vengeance devant la cruauté des crimes commis et l'état des dépouilles de leurs familles proches. La population du hameau prit sa décision. Une foule en colère s'arma de fusils de chasse et autres objets tranchants ou contendants afin de se rendre justice eux-mêmes, là où hurlait l'absence d'une justice d'État qu'ils n'attendaient plus. Une masse de gens enragés et désespérés se rendit devant la porte de la maison de la grand-mère et enfonça la porte sans sommation. Une odeur abominable se dégagea de la modeste demeure.
Il ne fallut pas longtemps aux intrus pour savoir d'où provenait l'odeur pestilentielle et de putréfaction et l'image de pestilence. L'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse traversa l'esprit de certains d'entre eux. Sur un fauteuil, près de la cheminée, gisait le cadavre d'un vieil homme qui paraissait se dessécher doucement, presque tranquillement, devant le spectacle des flammes dansant dans l'âtre. L'un des émotiers reconnut immédiatement le corps du vieil homme. « C'est le cadavre de Papinova. Vous voyez, elle a tué son mari et c'est elle la coupable. » s'exclama l'homme apeuré. En effet, on identifia Marcelin Nova. La vieille femme tenta de se justifier en affirmant que son mari était mort naturellement il y avait de cela plusieurs mois. Mais ne pouvant se résigner à l'enterrer et se retrouver ainsi seule dans cette vieille maison lugubre, elle avait donc pris la décision d'installer et conserver le corps de son défunt mari dans le fauteuil préféré du vieil homme, au coin du feu, comme il aimait le faire de son vivant. Elle avait même pris la précaution de lui glisser dans la main la vieille pipe de bruyère qu'il aimait fumer. Elle expliqua son intention de le laisser se momifier lentement et naturellement au coin du feu, attendant sa propre mort en comparie du corps de son mari ainsi disposé dans une morbide mise en scène. Bien que plausible, cette explication ne sembla ni convaincre ni calmer la foule hargneuse qui s'empoigna fermement de la grand-mère et la passa à tabac. Coups de poing, coups de pied, coups d'objets contendants, tous s'abattaient en farandole sur Madame Nova. La vieille femme qu'on disait centenaire, 123 selon certains, ne put rien faire contre ses agresseurs. Le calvaire de la vieille femme dura 5 bonnes minutes, qui pour elle semblèrent une éternité. L'horreur fut poussée à son paroxysme lorsque l'un des émeutiers, emporté par la foule et la rage, creva les yeux de la grand-mère avec ses pouces, comme glissant avec fulgurance vers l'orbite de sa folie. Les hurlements de douleur, mêlés au désespoir poussé par la vieille femme, firent réagir la foule hargneuse qui réalisa, à ce moment, qu'ils étaient allés bien trop loin dans la barbarie. L'un d'entre eux sortit un vieux fusil de chasse à un coup en calibre 12, et il tira sans sommation dans le cœur de la vieille femme, qui s'écroula sur le sol tout en se vidant de son sang. Mais au moment de mourir, la vieille grand-mère trouva la force, dans un dernier souffle rauque, de prononcer une dernière longue phrase qui fendit le silence ponctuant le coup de feu et fit trembler de terreur la foule vengeresse. Je vous maudis tous autant que vous êtes, bande de salopios. Vous m'avez tué dans la haine. Vous mourrez à votre tour dans la haine. À l'instant où une personne commettra le moindre acte de malveillance dans ma propriété, je sortirai de ma tombe. Les uns après les autres, j'irai vous chercher. Je vous traquerai. Je vous poursuivrai. Je vous retrouverai.
et je vous traînerai dans mes souterrains. Je vous torturerai et vous tuerai pour mieux dévorer vos cerveaux, comme l'ont imaginé vos esprits tordus. Ainsi vous obtiendrez ce pourquoi vous venez me tuer. À Saint-Estan, les habitants, très superstitieux, n'avaient que deux choix. La démembrer et la brûler, c'est reste jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un joli petit tas de cendres, ou bien l'enfermer dans un endroit où jamais elle ne pourrait sortir. Après un court temps d'hésitation et de concertation, le groupe vota pour le second choix. Cependant, de crainte que la sorcière ne puisse maudire ses bourreaux davantage depuis l'enfer, l'un des assassins décida de trouver un moyen de la faire taire à jamais. Il alla chercher dans la maison de la grand-mère une bobine de fil de chanvre ainsi qu'une grosse aiguille et coulut ainsi les paupières et les lèvres de la mamie. Ainsi, les yeux crevés, paupières et lèvres cousues, elle ne pourra plus voir ses bourreaux et elle ne pourra plus prononcer de malédiction. Les coutures étaient à peine terminées quand ils saisirent le cadavre de Papinova et lui firent subir le même sort que la sorcière d'épouse. On lui coulut les paupières et les lèvres. Cette tâche accomplie, ils introduisèrent les cadavres dans des gros barils de plastique bleu qui servaient quotidiennement à stocker des produits chimiques, des graines, des olives ou parfois des croquettes pour chats. Ils ôtèrent en premier le cerclage qui maintenait le tonneau étanche, puis ils laissèrent le corps inerte et mutilé de Madame Nova avant de se rabattre le couvercle du fût, puis d'y remettre le cercle de métal pour sceller le baril. Quand la mamie fut confinée dans son baril, ils firent subir le même sort au corps de Monsieur Nova. Enfin, les tonneaux furent cachés au fin fond du cagibi, à l'intérieur de la cave, afin de les dissimuler aux yeux des gens trop curieux de la communauté. Parmi tous les complices de ce crime abominable, on comptait le maire et le préfet. Conscients de leurs actes et de sa portée, ils eurent une idée qu'ils crurent infaillible pour empêcher les futurs curieux d'entrer dans les lieux au risque de découvrir les barils contenant les corps de la vieille femme et son mari. Ils supprimèrent simplement l'accès de la maison en verrouillant les lieux et en disposant des pancartes stipulant cet avertissement. Danger d'effondrement. Qui pourrait remettre en doute les décisions et avertissements du service d'État? Avec des panneaux à ce point menaçants, ils étaient sûrs qu'il n'y aurait pas de futurs imprudents trop curieux. Et pour être tout à fait certain qu'à l'avenir le terrain ne soit jamais vendu, le préfet et le maire rendirent impossible l'acquisition du terrain en inscrivant les mentions terrain inconstructible et terrain pollué dans les documents du cadastre. Bien malin qui aurait l'idée d'aller vérifier une information ainsi officialisée. Le temps fit son œuvre. Il fit ce qu'il faisait le mieux. Il passa, les uns après les autres. Les auteurs du meurtre de la mamie décédèrent sans que aucun ne parle du terrible et macabre secret qui les unissait de leur vivant et qu'ils emportèrent avec eux dans leur sépulture. Aucun ne dit précisément ce qu'il se passa cette triste journée,
Mais il semble que certains enseignèrent tout de même aux gens de passage, aux tout-venants, une légende racontant qu'une sorcière vivait dans la vieille maison perdue dans les bois et tuerait les gens trop curieux, ou qu'elle reviendrait persécuter les personnes qui émettraient des mauvaises ondes dans la maison. Car ces ondes négatives, traumatiques, dépressives et sombres agissaient tel un stimulateur pour la sorcière, l'attirant alors irrésistiblement à déchirer le voile entre le monde des morts et celui des vivants pour revenir vers un lieu duquel elle avait été arrachée violemment et duquel elle n'appartenait plus, pour y accomplir une vengeance mûrie et bien préméditée. Cette légende avait pour but d'éloigner les curieux afin que personne ne découvre les barils et les cadavres qu'ils contenaient. Cette histoire devient une légende urbaine, et cette légende urbaine fonctionna parfaitement. En tout cas, jusqu'au jour du 13 octobre 1996, où 2 personnes prirent la décision concertée d'aller vérifier par eux-mêmes la véracité d'une telle légende. Un caméscope JVC à cassette VHS-C dans le sac à dos, ces 2 jeunes garçons, amis depuis un certain temps déjà, assez toutefois pour qu'une confiance et un respect mutuel se soient installés, ont pour projet l'intention de faire un reportage amateur sur cette légende urbaine. L'un des jeunes s'appelait Clément, mais lui préférait qu'on le surnomme Piment, un surnom affectueusement donné par sa cousine quand ils étaient enfants. Mais c'était un jeune homme de 16 ans, aux yeux marrons, de taille moyenne, coiffé d'une nuque longue, châtain foncé et vêtu d'un sweat à capuche orné d'une panthère noire et d'un jogging noir. Aux pieds, il portait une paire de baskets blanches. L'autre aventurier se prénommait Alain. De taille moyenne, il était toujours vêtu de façon ringarde pour une fin de XXe siècle. Sandales de plage en plastique bleu avec des chaussettes, un petit short à carreaux écossais vert tenu par des bretelles. Il portait toujours aussi une chemise blanche surmontée d'un pull sans manches. Le col de sa chemise était décoré d'un nœud papillon. La coiffure d'Alain, typique du premier de la classe, avec une oreille sur le côté et un petit épi récalcitrant sur le dessus, se terminait par une queue de rat qui s'enroulait tel un tire-bouchon à l'arrière de sa tête, revendiquant par ce simple symbole son esprit rebelle. À 28 ans, Alain était donc un peu plus vieux que Piment, mais en revanche beaucoup moins téméraire. Car, à contrario de Piment qui était cartésien, Alain, lui, était très pieux et très superstitieux. Il rechignait donc à s'aventurer dans la vieille maison délabrée. Mais en quête de sensations fortes et piqué par une curiosité plus forte que les principes d'Alain, les 2 amis se préparaient à pénétrer dans la vieille maison à la sinistre réputation, qui, par miracle, n'avait jamais été ouverte ou saccagée depuis le drame. Ils se rendirent donc sur les lieux et, arrivés sur place, s'avancèrent prudemment vers la maison. Après une longue et éprouvante randonnée dans la forêt sombre et humide en cette journée orageuse, les aventuriers en herbe se tenaient devant l'entrée de la vieille demeure, juste à temps, car à peine étaient-ils arrivés devant le porche que le tonnerre gronda. Un éclair déchira, les nuages épais noirs comme de l'encre. Une averse surprit les 2 amis qui se précipitèrent sous le porche. Puis,
entrèrent dans la maison pour se protéger des grosses gouttes de pluie qui déferlaient à présent. C'était comme si le bon Dieu s'était mis à hurler pour les avertir du danger. À moins que le diable en personne n'ait eu lui-même pour dessein de tout faire pour les pousser à l'entrée. Allez Alain, fais pas ton péteux, avance et entre. Mais Piment, ça fait peur, et puis tu sais que c'est dangereux. Dangereux? En quoi visiter une vieille maison est dangereux? Il paraît qu'il y a des produits toxiques dans la cave, et ça pourrait donner le cancer, et visiblement tu connais pas la malédiction de l'Amami Nova Zombie. Quoi? Bon sang, c'est quoi cette histoire à dormir debout? S'il y avait des produits toxiques, il y a bien longtemps que cette maison aurait été rasée, et le terrain de pollué. Et c'est quoi cette histoire moisie de Mamie Zombie? J'en ai entendu des conneries, mais là c'est fort quand même. On dit qu'il y a 25 ans, une mamie a été sauvagement assassinée, et qu'avant de mourir, elle avait lancé une malédiction. On dit qu'elle avait été enfermée dans un tonneau étanche, lui-même enfermé dans la cave. Ah, et c'est pas tout. On dit aussi que quiconque rentre dans les lieux et prononce même un seul mot méchant comme une insulte, alors la Mamie Nova Zombie sortira du tonneau pour aller chercher sa victime, et elle le traînera dans sa cave pour dévorer son cerveau. T'as vu, hein? Ça fait peur, hein? On doit pas rester ici. Oh putain, quoi? Mais mort de rire, comment tu peux croire à toutes ces conneries? Dieu, les fantômes, ou pire, les zombies, ça n'existe pas, c'est de la merde. Il n'y a pas plus de bon Dieu que de fantômes, et encore moins de putain de mamie zombie sortie d'on ne sait où. Au même instant, un violent coup de tonnerre retentit. Et alors qu'un éclair illuminait la salle à manger, une violente bourrasque de vent s'engouffra et vint faire claquer la porte d'entrée. Oh mon Dieu, tu as vu Piment? Ça y est, c'est la Mamie Nova Zombie. Elle a entendu ton blasphème et tes insultes, et maintenant, à cause de toi, elle va venir nous chercher pour nous croquer notre cerveau. Putain, mais voyons Alain, t'as pas fini de te chier dessus, et pour rien en plus. Tu connais le proverbe, hein, qui dit « qui a peur est un péteux ». Eh bien, ça te convient parfaitement. C'est seulement le vent qui a fait claquer la porte. Il n'y a rien de surnaturel. Prouve-moi ce que tu avances, Piment. J'y vais de ce pas. Piment se dirigea vers la porte d'entrée et essaya de l'ouvrir avec toute la détermination possible. Mais rien à faire. La porte était bloquée. Oh non, ça y est, c'est la mamie. Elle sait que nous sommes là, elle veut pas nous laisser partir. Non mais t'as pas fini de te chier dessus, c'est juste le vent qui a fermé la porte. Et comme le bois est gonflé par l'humidité, elle est coincée pour de bon. Mais pas de panique, je vais simplement ouvrir la fenêtre et on pourra sortir. Pas besoin de paniquer pour si peu. Piment se dirigea donc vers la fenêtre avec la ferme intention de l'ouvrir. Mais à nouveau, le tonnerre gronda, suivi d'un autre éclair. Et comme pour la porte, une grosse rafale de vent vint claquer la porte et violemment l'évoler. Piment tenta de toutes ses forces de les ouvrir, mais malgré son acharnement, il semblait irrationnellement fermé. Les deux amis étaient donc coincés à l'intérieur de la maison, excepté la faible lumière qui passait au travers des persiennes cassées des volets et le petit faisceau de leur lampe de poche. Ils se trouvaient dans un noir quasi total, avec pour seul fond sonore la pluie battante et le vent qui hurlait. Pour Alain comme pour Piment, les doutes et la panique commencèrent à les assaillir. Tiens, ça c'est étrange. La porte qui claque et comme par hasard maintenant les volets. Bon, pas de conclusion hâtive. Il y a certainement une cause rationnelle.
Une cause rationnelle. Mais tu es con ou quoi, Piment? Je te dis que ça y est, on est fini. Cette putain de sale vieille va venir nous chercher. C'est la fin. Du calme, Alain, du calme. Il doit bien y avoir une autre fenêtre, une autre porte de sortie de cette maison. Donc on se tait et on cherche cette foutue sortie. Alors qu'il commençait à déambuler dans la maison, un énorme bruit sourd retentit, semblant provenir des profondeurs de la terre. Vous connaissez ce type de bruit? Le même genre de bruit que ferait un gros chat qui voudrait sortir d'une poubelle, mais qui n'y parviendrait pas. Soudain, le son d'une plainte parvint jusqu'à leurs oreilles. Un gémissement. Le gémissement étouffé d'une femme. Une vieille femme. Serait-il possible que ça soit elle, la Mamie Nova zombie? Oh non, tu as entendu, Piment? C'est elle, la Mamie Nova zombie. Tu paniques comme une petite fille. Et tu ne te rends même pas compte que pendant que tu te stresses comme un malade, tu insultes la mamie. Et donc, si on en croit ta légende à la con, donc tu es maudit aussi tout seul. Alors, si tu veux sortir d'ici en vie, on doit vite trouver une sorte de sortie ou un trou, je ne sais pas. Quand j'ai fait le repérage des lieux, je me rappelle avoir vu un jardin derrière. Par conséquent, s'il y a un jardin, c'est qu'il y a une porte qui permet d'y accéder. Alors trouvons cette foutue porte et cassons-nous d'ici. Oui, tu as raison, Piment, mais j'ai peur. Je me suis su, Seigneur Jésus, prie pour tes enfants. Tu dois les sauver du démon. Alain et Piment exploraient à présent la lugubre maison, cherchant la porte qui donnait sur le jardin. Après quelques longues minutes de prudents déplacements dans une ambiance orageuse avec un vent sinistre qui hurlait en continu au travers des petites ouvertures, les curieux amis trouvèrent enfin la porte du jardin qu'ils s'empressèrent d'ouvrir. Ils se précipitèrent dehors. Une seule idée leur vint à l'esprit, à savoir escalader le grillage et s'enfuir d'ici au plus vite. Cependant, une fois de plus, les deux amis se heurtèrent à un obstacle sous forme d'un énorme grillage qui encerclait le jardin et se dressait devant eux. Haut d'environ 3 mètres, il était entièrement recouvert de ronces aux longues épines. Pour ne rien arranger, le haut des grilles était surmonté de pointes acérées. Putain, Piment, c'est comme dans le film Evil Dead. Les ronces vont s'enrouler à nous, et pendant qu'on va se débattre, la Mamie Nova va nous venir nous croquer le cerveau. Oh mais... Pitié, Alain, tais-toi. Cherche dans le coin, il doit forcément y avoir une paire de sécateurs ou de cisailles. Mais surtout, arrête de parler de cette histoire à dormir debout. La Mamie Nova n'existe pas. À peine Piment eut-il le temps de finir sa phrase que la porte du cagibi proche d'eux s'ouvrit violemment devant Alain et Piment qui sursautèrent. Surpris et terrifiés, les quelques éclairs qui illuminaient le ciel par intermittence permettaient d'apercevoir ce qu'il y avait dans le lugubre petit cagibi. Caché bien au fond, dans un recoin de la pièce, se trouvaient 2 gros barils en plastique de couleur bleue, avec un couvercle noir. Les tonneaux étaient solidement fermés par un gros cercle d'acier qui ne pouvait s'ouvrir que par la poignée située sur le côté du cerclage. Les 2 barils poussiéreux étaient couverts de vieilles toiles d'araignée accumulées par le temps. Les 2 amis sentirent leurs poils se hérisser quand ils aperçurent. Lorsque la lumière de leur lampe de poche éclaira le flanc des fûts,
ils purent apercevoir des inscriptions. Et ce que Piment et Alain purent lire leur fit froid dans le dos. Sur l'un des fûts, il était inscrit Yvonne Nova, 1875-1968. Tandis que sur l'autre fût, il était mentionné Marcelin Nova, 1873-1967. En dessous des noms et dates de naissance et de décès figurait un curieux message. Alain s'avança et essaya de déchiffrer les caractères inscrits sur le fût. Tu as vu les barils, Piment? Il y a écrit « Proximité de l'État » avec un numéro 92 73 17. Mais je ne sais pas ce que ça signifie. Mais c'est peut-être la preuve de ce que j'avance. Bon. Alors déjà, ce n'est pas proximité, mais propriété, espèce de demeuré. Et de plus, cela ne veut pas forcément dire qu'il y a des cadavres momifiés dedans. C'est peut-être des tonneaux de produits chimiques, mon connard. À peine eut-il fini sa phrase que le tonneau contenant le corps momifié de l'Amami Nova se mit à trembler. Il trembla et vibra de plus en plus, quand soudainement, le verrou de sécurité du cerclage du baril s'ouvrit, et en quelques secondes le cerclage se décrocha et tomba au sol. Ils entendirent un sifflement étouffé et un petit jet de gaz s'échappa du couvercle. C'étaient les gaz intestinaux du cadavre contenu et confiné sous pression dans le baril de pluie prude de 2 décennies qui s'échappèrent du fût. Malgré l'odeur abominable similaire à un pet de momie vieux de 27 ans mis en conservation, les 2 amis étaient tétanisés. Ils restèrent figés sur place par la peur. Comment cela pouvait-il? Qu'une porte et des volets se ferment seuls, ok, ça pouvait s'expliquer par le vent. Mais là, comment expliquer le déverrouillage du cercle du baril? Pourtant, bien maintenu. Les 2 amis n'eurent pas à patienter longtemps avant d'avoir l'explication à ce phénomène, ni le temps de se poser trop de questions. Rapidement, le couvercle du tonneau fut projeté en l'air dans la pièce et retomba lourdement sur le sol poussiéreux. Puis, plus rien. Un ange passa. Quand soudain, provenant clairement du baril, un grognement se fit entendre. Une main desséchée sortit et s'agrippa au rebord du baril, suivie immédiatement par l'autre main. En moins d'une seconde, un corps momifié se hissa et apparut devant les yeux de nos amis éberlués. C'était l'Amami Nova zombie, et elle était revenue pour eux. L'Amami Nova allait sortir du Kajibi, elle allait sortir de nulle part pour aller chercher Piment et Alain qui n'avaient pas été sages. Elle allait les entraîner au fond du Kajibi, au fond de la cave où vivaient l'Amami et le Papi Nova, zombie évidemment. Alors l'Amami Nova zombie allait chercher Piment et Alain. Oh non, Piment, c'est elle, l'Amami Nova zombie, elle vient pour nous. Que fait-on, Piment, que fait-on? On se casse, Alain, on se casse. Mais il faut prendre le matos. Non, laisse le matos, Alain, laisse le matos, on se tire d'ici. Mais les ronces, on ne pourra jamais les franchir, les ronces. Rentrons. La chambre de la vieille. Il doit bien y avoir une fenêtre dans la chambre de la vieille. Bonne idée, Piment, allons-y. Pendant qu'Alain et Piment se précipitaient hors de la cour en direction de la maison pour y chercher une issue de secours, l'Amami Nova eut vite fini de se redresser dans son tonneau.
Bien que techniquement morte, il n'en demeurait pas moins que rester durant 27 longues années enfermé dans un baril et coincé dans la même position doit bloquer les muscles et les articulations, surtout quand l'ensemble s'est momifié. À chaque mouvement de la grand-mère, un craquement sonore survenait. Le même type de son que l'on fait lorsqu'on fait craquer ses doigts pour en chasser l'air entre les articulations. Difficilement, elle arriva à sortir une jambe, puis la deuxième, et à force de contorsions et de gémissements divers, la mamie Nova finit par s'extirper du baril qui l'emprisonnait. Et elle se mit en marche, dans quelques derniers craquements de lombaire et cervicale, à la recherche de Piment et d'Alain, traînant ses vieilles jambes momifiées couvertes de varices desséchées. Piment et Alain, pendant ce temps, avaient regagné la porte de la cuisine qui donnait accès au jardin. Ils franchirent la cuisine sans difficulté particulière, et très rapidement ils trouvèrent la chambre de la vieille femme. La fenêtre et les volets étaient fermés. La pièce était très sombre. La seule lueur qui éclairait les lieux provenait de leurs deux vieilles lampes de poche à piles. Bien que peu puissantes et s'affaiblissant progressivement, elles permettaient tout de même de distinguer les lieux, tous les vieux objets, les meubles, tableaux et photos qui couvraient les murs poussiéreux envahis de toiles d'araignées. « Vite, Piment, ouvre la fenêtre et les volets. »« Oui, t'inquiète pas, je vais les ouvrir, et en un rien de temps, on sera sorti de la maison, et cette histoire ne sera qu'un mauvais souvenir. » Piment se précipita vers la fenêtre et l'ouvrit. Sans attendre, il empoigna fermement la clenche et poussa fort afin d'ouvrir grand les volets, bien résolu à s'enfuir loin de cet enfer. Mais soudainement, Piment poussa un cri dans lequel s'emmêlaient la rage, la colère, mais surtout la peur. « Non, c'est pas possible, putain, fais chier !»« Que se passe-t-il ?»« Regarde par toi-même. Putain, cette putain de fenêtre, elle a des barreaux. Et en plus, elle ne donne pas sur le chemin, elle donne sur ce putain de jardin. »« Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible, dis-moi que c'est une blague !» Alain alla voir par lui-même. Il s'avança vers la fenêtre et constata. Une vision d'horreur s'offrit à lui. Effectivement, Piment avait raison. Non seulement la fenêtre avait des barreaux, mais en plus elle ne donnait pas accès au chemin, mais au jardin. Alain, paniqué, cherchait du yeux le monstre que tous deux voulaient fuir. Il ne lui fallut pas très longtemps pour repérer la vieille femme zombie qui avançait lentement, mais sûrement, traînant ses lourdes jambes pleines de varices. Le bruit traînant et claquant que faisaient les lourds sabots de bois résonnait dans leurs oreilles. Chaque pas de la mamie les faisait sursauter. Quand soudain, la mamie Nova zombie se figea sur place, sa tête se tourna en direction des deux amis. Puis d'un geste, elle les pointa du doigt. Bien que la mamie Nova zombie ait les lèvres cousues, elle réussit tout de même à prononcer un mot parfaitement compréhensible qui allait tétaniser Alain et Piment. La porte de la chambre se referma derrière eux, emprisonnant définitivement les amis dans la maison. Pendant que Piment tentait désespérément d'ouvrir la porte, Alain, lui, tirait sur les barreaux, espérant les décrocher. Constatant que les barreaux étaient profondément ancrés dans l'encadrement de la fenêtre, Alain comprit assez vite que ses essais seraient infructueux et le resteraient.
Il lâcha les barreaux et fixa à nouveau la grand-mère qui, entre-temps, avait repris sa marche et avançait inexorablement vers la maison. Brusquement, lorsque la mamie zombie passa devant la fenêtre, elle fit un sursaut en direction d'Alain, glissant ses bras maigres entre les barreaux. Elle essaya frénétiquement pendant un instant d'agripper Alain. Des filets de pus et de bave coulaient de sa bouche cousue. Elle prononçait inlassablement le même mot en boucle. Semblant faire une fixation maladive et obstinée sur cet organe. Paraissant comprendre qu'elle ne pourrait pas les atteindre à travers les barreaux et que de toute façon, eux ne pourraient pas en sortir, la mamie zombie reprit sa marche vers la maison. Et en moins de temps qu'elle n'aurait fallu pour le dire, la vieille femme zombie avait déjà atteint la porte de la cuisine, et c'est sans difficulté qu'elle la franchit. Le bruit caractéristique des sabots sur la vieille tomette permit à Piment et Alain de la localiser approximativement dans la maison. Les bruits de pas se rapprochèrent peu à peu de la chambre où ils étaient enfermés. D'un instant à l'autre, la mamie Nova serait là, devant eux. Il était temps pour eux, les deux infortunés camarades, de prévoir un plan fiable s'ils voulaient avoir une chance de sortir de cette maison. Elle approche, Piment, elle approche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On barricade la porte? Non, inutile. Si on se barricade suffisamment... De toute façon, la mamie Nova ne pourra pas rentrer. Mais nous, on ne pourra pas sortir. Mais que fait-on alors? Ok, écoute, je propose ceci. On se tient prêt devant la porte. Dès qu'elle ouvre la porte, on se jette sur elle, on la plaque au sol, et pendant le laps de temps que la vieille dinde mettra à se relever, on court vite au jardin. Là, on escalade le grillage, tant pis pour les ronces. On se piquera, on se griffera, mais c'est toujours mieux que de se faire bouffer. Bonne idée, Piment. On n'a qu'à faire comme tu as dit. De toute façon, nous n'avons pas le choix dans une pime. Alain et Piment se positionnèrent de part et d'autre de la porte, attendant dans l'angoisse le moment où la vieille femme zombie franchirait le seuil de la porte. Le plan était simple. Dès qu'elle ouvrirait la porte, Alain et Piment se jetteraient sur elle pour la faire tomber à terre. Pendant le temps que prendra la vieille femme à se relever, les deux complices prendront la fuite en direction du jardin dans l'espoir de pouvoir escalader le grillage couvert de ronces afin de s'enfuir le plus vite possible de cette maison. C'est avec appréhension et une angoisse glaçante que Piment et Alain attendirent l'arrivée de la mamie zombie. Tels des boxeurs en préparation du combat de leur vie, ils sautillèrent sur place et pressentirent la suite des événements. Et soudain, le dénouement tant attendu arriva, et en une fraction de seconde, tout se passa très vite. Les portes de la chambre s'ouvrirent violemment à l'arrivée de la mamie Nova zombie. Mais au moment où, comme prévu, Piment se précipita sur elle, le poing fermé, prêt à frapper de toutes ses forces, Alain, lui, pétrifié par la peur, n'eût pas réussi à faire le moindre mouvement. On pouvait deviner juste quelques petits bais de terreur accompagnant le claquement frénétique de ses dents. « Alain, qu'est-ce qu'il faut ?» hurla Piment, totalement déstabilisé par l'inertie d'Alain, détournant la tête et son regard un court instant, mais fatal instant, vers son ami. La mamie Nova zombie profita de cette
imperceptible réflexe, des mouvements d'erreur pour saisir Piment à la gorge et commença à resserrer ses doigts sur le cou du malheureux. Que l'étreinte de la mamie était étouffante. Il essaya avec ses 2 mains de faire cesser cet étranglement mortel, sans résultat. Il parvient juste à griffer les vieilles mains qui lui broyaient le cou. Puis d'un coup sec, la vieille zombie arracha littéralement la gorge de Piment. Le sang gicla partout dans la chambre, éclaboussant les murs, les objets, les meubles. Tandis qu'il se vidait rapidement de son sang, Piment s'écroula au sol. Puis, en quelques secondes, la vie le quitta dans un dernier souffle. Alain, incapable du moindre mouvement, la peur l'ayant totalement paralysé, ses sphincters se relâchant, il fut pris d'une flatulence, surina et se chia littéralement dessus alors qu'il regardait la mamie Nova zombie traîner le corps sans vie ensanglanté de son ami Piment vers le cagibi. Il se ressaisit et entreprit une fuite déclenchée par l'adrénaline pendant que la mamie Nova était occupée à tirer à sa suite sa première victime. C'était le moment ou jamais, se dit-il. Mais alors qu'il entreprenait quelques pas en direction de la porte, celle-ci se referma brusquement après le massage de la mamie Nova. « Non, ce n'est pas possible !» hurla-t-il, tout en essayant frénétiquement d'ouvrir les portes, les secouant de toutes ses forces. Elles ne cédèrent pas. Alain se précipita alors vers la fenêtre et aperçut la mamie zombie, tirant par les pieds le cadavre du pauvre Piment qui laissait une traînée de sang et quelques lambeaux de peau sur le vieux sol de béton de la cour. Arrivée dans son cagibi, la mamie Nova déposa le corps de Piment près du tonneau contenant le cadavre de Papy Nova. Puis, elle ressortit du cagibi. Elle tourna la tête en direction de la fenêtre d'où Alain l'observait, et à nouveau, elle pointa son doigt crochu et desséché dans la direction du malheureux survivant, et bredouilla avec ses lèvres cousues un mot. Puis elle se remit en marche en direction d'Alain. Ce dernier, pris de panique, cria et hurla autant qu'il le put au travers les barreaux de la fenêtre. À moi, vite! Une mamie zombie va me tuer! » Mais la maison étant perdue dans la forêt, personne ne pouvait l'entendre, d'autant que l'orage et le vent sinistre et la pluie couvraient aisément sa voix. Alain, paniqué d'avoir vu ce qui était arrivé à son ami Piment et ne souhaitant pas subir le même sort, se mit en quête d'une barricade. Ainsi, il déplaça tous les meubles disposés dans la pièce et les entassant devant la porte pour condamner celle-ci. Le temps pressait, la mamie Nova était déjà rentrée dans la maison. Elle serait devant la porte d'un instant à l'autre. Il le savait. Ce moment fatidique arriva. La mamie Nova était là, devant la porte. Tous les meubles étaient enchevêtrés, barricadant la porte de la chambre. Il espérait ainsi l'empêcher d'entrer, ou du moins gagner du temps pour trouver un moyen d'écarter les barreaux de la fenêtre et se frayer un passage. Mais ce qui allait arriver, Alain ne l'avait pas prévu. Dans un vacarme assourdissant, tous les objets et autres meubles entassés à la va-vite devant la porte se retrouvèrent propulsés dans toute la pièce. Une fois le calme revenu, les portes de la chambre s'ouvrirent seules et la mamie Nova zombie lui apparut. Elle tendit son bras moisi en direction d'Alain et le pointa à nouveau. Puis elle répéta le mot qui fait trembler Alain d'effroi. En pleurs, Alain se mit à genoux. Il plaqua ses mains
l'une contre l'autre, et d'une prière désespérée et désespérante, il se mit à supplier la vieille femme de l'épernier. Pitié, Mamie Nova, c'était pas mon idée. C'était l'idée de Piment. Épargnez-moi, je vous en supplie. Ô maîtresse du temps, laissez-moi une chance, laissez-moi m'en aller. La grand-mère n'eut que faire des supplications d'Alain. Elle le saisit par les cheveux. Elle traîna à sa suite le pauvre Alain par les cheveux dans la chambre, dans la cuisine, puis traversa le jardin. Elle avait bien l'intention de le tirer jusque dans son cagibi où l'attendait le cadavre encore chaud de Piment. Alain hurlait et se débattait, mais n'arrivait pas à se libérer de l'étreinte mortelle de la Mamie Nova zombie. Arrivé dans son cagibi, toujours en tenant fermement Alain par les cheveux d'une main, elle utilisa l'autre pour attraper la poignée du cerclage du baril qui contenait le corps momifié du papy. D'un coup sec, elle tira la poignée. Le cerclage céda et tomba au sol. Des gaz contenus dans le baril s'échappèrent, tandis qu'une odeur déroutante de vieux pays envahit maintenant le cagibi. Elle saisit le couvercle du fût et le lança sans regard à travers la pièce. Puis soudain, la Mamie Nova prononce une phrase. « Le repas est vraiment bien aimé. » Malgré la couture des lèvres, Alain entendit distinctement la phrase. « Mais à qui peut-elle bien parler ?» se dit-il. Elle ne parlerait tout de même pas à son mari contenu dans le baril des fois. Les soupçons d'Alain se confirmèrent, car à peine eut-elle fini de prononcer cette phrase que la bouche, bien que solidement cousue, s'entr'ouvrit et laissait s'échapper une sorte de souffle accompagné de vapeur qui se dirigea et entra dans le baril, enveloppant le corps sans vie de Papy Nova. Soudainement, le corps momifié ingéra l'espèce de souffle de vie. Des craquements articulaires se firent entendre. La vieille peau tannée par le temps se relâcha. Peu à peu, le corps momifié de Papy Nova se redressa et arrivé à un certain angle où l'on pouvait le considérer comme debout, il prononça un mot. Il sortit calmement du tonneau, puis commença avec une force inouïe à défoncer le crâne de Piment afin d'en extraire le cerveau qu'il dégusta difficilement aux travaux de ses lèvres cousues. Alain, paniqué par ce qu'il venait de voir, comprit qu'il allait être certainement le prochain repas de Mamie Nova. Au mieux et au pire, l'accompagnement de légumes de piment pour Papy Nova. Alain désespéra de se défaire des griffes de la sorcière zombie. Soudain, la Mamie Nova commença à arracher les cheveux d'Alain, poignée par poignée, tandis qu'il poussait des hurlements de douleur, s'identifiant mentalement à une orange que l'on épluchait sans aucun état d'âme. Le sommet du crâne pelé, elle pressa fortement la tête d'Alain. Fort, très fort, de plus en plus fort. Alain hurla de douleur en sentant la pression sur son crâne. Il commença à ressentir ses os du crâne se briser et se disloquer. Puis, soudainement, un énorme craquement résonna. Le crâne d'Alain n'avait pas résisté à la pression et il était complètement broyé, dégoulinant, de même que les yeux exorbités entre les mains ensanglantées de la Mamie Nova zombie. Le cerveau juteux avait jailli par le sommet de son crâne, préalablement pelé un instant avant.
Puis la vieille femme approcha sa tête modifiée du cerveau liquéfié d'Alain et commença à absorber la substance du coin de ses lèvres cousues, le tout dans un bruit abominable de succion. Un bruit identique à l'aspiration d'une fourchette de spaghettis. Son repas terminé, la mamie Nova saisit le sac à dos de piment et en sortit le caméscope avec lequel il avait l'intention de faire un reportage. Elle regarda la caméra sur tous les angles et elle essaya de comprendre comment elle fonctionnait. Il faut dire que les caméras qu'elle avait connues au début du XXe siècle étaient bien différentes. À force de réflexion, elle parvint à la mettre en marche et à lancer l'enregistrement. Alors que la caméra enregistrait, elle posa cette dernière sur un vieux tonneau de chêne au fond de la pièce, puis adressa un message à la caméra mal cadrée en présence du Papy Nova zombie. Je me suis régalé avec Piment et Alain, surtout leur cerveau, surtout avec le cerveau de Alain. Je me suis régalé de lui arracher les cheveux à la main. Je me suis régalé, surtout quand il était encore en vie, le petit. Maintenant, je me suis fait avec un festin avec mon Papy Nova. Mais nous avons encore faim. Alors n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Et c'est avec plaisir que nous dévorerons votre cerveau. Enfin, après avoir tous deux lâché un gros rôde de satisfaction, la mamie Nova stoppa l'enregistrement et retira, non sans mal avec ses vieux doigts flétris, la cassette du caméscope. Puis, la vieille mamie sortit du cagibi, rentra dans sa maison, ouvrit la porte d'entrée et déposa sur le vieux paillasson la cassette du caméscope. Puis, enfin, avec quelques pas de farandole, elle retourna dans son cagibi. Une fois en bas, le couple de vieillards zombies rentrèrent tous deux dans leurs barils respectifs, en se refermant le couvercle sur eux. Puis, comme par magie, les cerclages d'acier reprirent leur place et scellèrent à nouveau les tonneaux où les vieillards momifiés pouvaient reposer de nouveau en paix. Jusqu'au moment où d'autres personnes imprudentes viendraient troubler leur sommeil. Voilà, cette histoire est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura au moins appris une chose. C'est qu'à force de traiter une personne de monstre, il se pourrait qu'un jour elle finisse par le devenir, par votre faute. Je vous laisse méditer et je vous dis à bientôt pour une nouvelle nuit.